on le sait. Notre pays fait face à une lassitude, à une tristesse, à une forme d'indifférence démocratique. J'ai pour ma part la conviction qu'il faut inlassablement convaincre de la pertinence de nos institutions républicaines et ne pas se résigner à un éloignement mortifère de la démocratie. Mesdames, Messieurs, je profitais de ce dialogue citoyen pour vous présenter plusieurs évolutions significatives que nous portons avant d'en parler avec vous. D'abord, et parce qu'il s'agit de l'actualité un peu plus chaude, je dirais, de notre institution, la plateforme de participation citoyenne. En 2022, j'ai lancé une initiative audacieuse qui est de proposer aux citoyens, à vous, de participer à l'élaboration de notre programme de travail en suggérant des thèmes de contrôle. 43 000 visiteurs, 9 000 inscrits ont proposé 333 thèmes de contrôle. Nous mettons tout en œuvre pour faire encore mieux cette année et les choses sont bien engagées puisque la plateforme ouverte le 6 septembre a déjà recueilli plus de 130 propositions de contrôle qui nous sont déjà parvenues. Les premiers rapports issus des propositions 2022, nous avons retenu 6, ont été publiés en juillet. Il s'agit d'un rapport sur le recours par l'État au cabinet de conseil privé et d'autre part des soutiens publics aux fédérations de chasseurs. Un troisième rapport a été publié ce jeudi, donc il y a 3 jours. Il concerne, vous en avez peut-être entendu parler car on en a beaucoup parlé, la politique de soutien à l'égalité entre les femmes et les hommes, grande cause du quinquennat, des quinquennats du président de la République. 3 autres rapports proposés par les citoyens suivront au cours des prochains mois. La détection de la fraude, aux particuliers, l'école inclusive, c'est-à-dire celle qui inclut le handicap, et enfin l'intérim médical. Tous ces sujets sont passionnants, d'autant plus qu'ils ne viennent pas de nous, et les propositions citoyennes ont alimenté les débats et les réflexions des équipes de contrôle bien au-delà des seuls thèmes retenus. En 2023, 2 évolutions importantes sont proposées. D'abord, nous élargissons les propositions aux thèmes locaux portés par les chambres régionales et territoriales des comptes. Si vous avez des sujets près de chez vous à nous soumettre, nous les examinons. Et puis deuxièmement, la participation des 15 à 18 ans, grâce à la loi qui, vous le savez, porte la majorité numérique à 15 ans. Je vous invite à proposer, à soutenir, à commenter sur notre stand situé en bibliothèque ou directement sur la plateforme de participation citoyenne jusqu'au 6 octobre, date de clôture des propositions. Deuxième point, une plateforme de signalement a été lancée le 6 septembre 2022. Les lanceurs d'alerte, comme on dit, ont désormais la possibilité de nous faire connaître les éventuelles infractions financières dont ils auraient connaissance en matière de gestion publique. Sachez que plus de 1000 signalements ont déjà été transmis au parquet général près la Cour des comptes que vous avez pu visiter. Cet instrument contribue ainsi à accompagner l'affirmation du nouveau régime de responsabilité financière des gestionnaires publics. C'est un peu compliqué. C'est comment on juge tout simplement les ordonnateurs qui décident des dépenses ou les comptables qui les exécutent, issus d'une ordonnance du 23 mars 2022. Entre la sanction administrative qui existe et la sanction pénale qui existe aussi, une nouvelle jurisprudence va s'affirmer, elle va contribuer à améliorer la gestion publique, c'est la responsabilité financière. Troisième point, c'est ce que nous appelons ici le 100% publication. Désormais, depuis le 1er janvier 2023, tous les travaux, tous les rapports des juridictions financières sont publiés, accessibles. Jusqu'à présent, certains de nos rapports, pas mal en réalité, n'étaient destinés qu'aux administrations intéressées. J'ai voulu que soit fait un effort de transparence indispensable pour améliorer la confiance dans nos institutions. Ça veut dire que de la Cour sortent 200 rapports par an, soit à peu près 1 par jour ouvré en moyenne. Chambre régionale des comptes, tous les rapports étaient déjà publiés. Plateforme de participation citoyenne, plateforme de signalement, 100% publication, peut-être aurons-nous l'occasion d'en reparler dans nos échanges questions-réponses. Mesdames, Messieurs, je souhaite revenir sur plusieurs éléments d'actualité qui ont émaillé ces derniers mois. D'abord, notre rapport public annuel. Je l'ai dit il y a une seconde, il n'est plus désormais la compilation des meilleurs travaux des juridictions financières, il est désormais thématique. Pourquoi ? Parce que dès lors que tous les travaux sont publiés, ça n'aurait pas de sens
de faire une sorte de best-of. En 2022, ce rapport portait sur les acteurs publics face à la crise sanitaire, la crise Covid. En 2023, sur les 40 années de la décentralisation. En 2024, il aura pour objet l'adaptation au changement climatique, ou plutôt les politiques d'adaptation au changement climatique. Et ça veut dire aussi que nous procédons à un verdissement de notre agenda et de nos missions. Ensuite, deuxième élément, le mandat ONU, l'Assemblée générale des Nations unies, a confié à notre institution, depuis juillet 2022, le mandat d'audit externe de l'ONU pour 6 ans. Ou plutôt, en vérité, l'Assemblée générale me l'a confié, je suis l'auditeur, mais au nom de la Cour des comptes. Ce mandat témoigne de la confiance accordée à notre institution à l'international comme en France, et pour ce faire, nous devons recruter 40 personnes ad hoc. Nous avons des équipes qui travaillent dans le monde entier sur les activités de l'ONU. Un dernier mot, nous sommes à quelques jours des débats, du début des débats budgétaires au Parlement. Je souhaite revenir auprès de vous sur la nécessité d'engager résolument le redressement de nos finances publiques. Si je ne vous en parlais pas, je manquerais quand même à peu près à tous mes devoirs. C'est notre raison d'être qu'une bonne gestion publique. Le seuil symbolique des 3 000 milliards d'euros de dette a été franchi cette année. La crise sanitaire, la crise ukrainienne, l'inflation ont accéléré ce processus d'endettement. Mais il est maintenant allé trop loin. Il faut maintenant tout mettre en œuvre pour diminuer le poids de la dette publique. Nous avons publié 9 notes thématiques pour éclairer le gouvernement, le Parlement, les citoyens sur des axes possibles d'efforts de réduction des déficits publics. Logement, éducation, dépenses fiscales, c'est-à-dire les réductions d'impôts qui permettent d'encourager certains comportements, transition écologique, collectivités territoriales, aide aux entreprises, formation professionnelle, sécurité, santé. Nous proposons, sur tous ces thèmes, il y en a d'autres, d'améliorer la qualité de la dépense publique pour qu'un niveau élevé de dépenses publiques corresponde à un niveau élevé de satisfaction dans le service public. Nous devons sortir, en effet, d'un paradoxe français par lequel nous constatons un haut niveau de dépenses publiques, très haut même, et un niveau décroissant de satisfaction des citoyens à l'égard du service public. Avec l'inflation, avec la remontée des taux d'intérêt, en 2022, la charge de la dette s'est établie à 53,2 milliards d'euros. Ça veut dire qu'elle est le deuxième budget de l'État, devant la défense nationale. Elle devrait atteindre près de 75 milliards d'euros en 2027. À ce moment-là, elle serait peut-être le premier budget de l'État, très près en tout cas, de l'éducation nationale. C'est stupide. Chaque euro remboursé en intérêt financier est un euro qui est retiré à l'intérêt général. C'est la dépense publique la plus bête qui soit. Je n'ai de cesse de le dire dans les différentes instances où j'ai à m'exprimer, c'est parce que nous devons financer la transition écologique. J'ai vu beaucoup de jeunes, c'est ce qu'ils attendent. Et pas seulement elles, la santé aussi, l'éducation, la transition numérique, que nous devons engager le désendettement de nos finances publiques. Nous devons impérativement nous désendetter, non pas au nom de je ne sais quelle obsession austéritaire que je n'ai jamais eue, mais bien pour investir dans l'avenir au service des générations futures. Retrouver des marges de manœuvre. Croyez-moi, ce n'est pas pour moi un slogan, c'est une conviction profonde et déjà très ancienne. Mais je ne veux pas être plus long. Je vous remercie et maintenant je me livre à vos questions. Bonjour, une première question. Je veux bien, 1000 fois merci. Est-ce que le micro marche Oui. correctement? Bonjour, Monsieur le Premier Président. En préambule, je voudrais dire que j'ai une véritable admiration pour cette vénérable Parlez dans le institution. micro, oui, le micro est quand même… J'ai beaucoup d'admiration pour Tout près, tout près. pour votre institution. Et je parle un petit peu avec beaucoup d'émotion parce que j'ai un oncle qui est décédé ici en tombant dans l'escalier. Quelques semaines après, il traînait la jambe et 6 mois après, il est mort d'une hémorragie cérébrale. On pense que le lien de causalité était lié. C'était 10 heures du soir, il travaillait beaucoup. Alors, j'en viens à ma question.
qui me taraude depuis des années. J'ai pas mal d'amis avocats qui font du droit, du contentieux, des amis comptables, experts comptables, auditeurs. J'ai bien compris, vous avez parlé de lanceurs d'alerte, de signalement, et vous étiez gardien des données publiques. Vous avez dit que vous aviez eu plus de 1000 signalements. Je ne crois pas déformer vos propos, mais trop de signalements tue le signalement. Et il y a une affaire, moi, qui m'a un peu choqué dans son ampleur. C'est l'affaire d'évasion fiscale, un système organisé d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent mis en place par le Crédit Mutuel CIC, qui a été pointé du doigt en pièce à conviction en 2015, octobre 2015. On est tous, le principe fondateur de la démocratie, c'est l'égalité de traitement. Le parquet national financier s'autosaisit. Il ne s'agit pas de politique de prix de transfert, d'écart d'acquisition, de goodwill. C'est des mallettes de billets. Et des centaines de millions, ce que dit pièce à conviction, sauf à démontrer que c'est faux, qui aurait pu, vous savez qu'on a eu des problèmes avec nos hôpitaux, les aspirateurs qui manquaient cruellement, quelques milliers de morts. Et le parquet national financier, depuis 2015, on a entendu parler. Et vous, qui êtes gardien des institutions, des données publiques, il y a un article 40 du Code de procédure pénale, je me dis, j'imagine à aucun moment que le parquet national financier, parce qu'il y a des connaissances, des accointances, on ait laissé passer un délai de prescription et qu'il a planté du doigt. Je sais aussi qu'il y a des fausses délégations de pouvoir. Le directeur réseau est devenu directeur général. C'est plus que choquant. En France, vraiment, moi, j'arrive à un âge où c'est l'affaire qui m'a le plus choqué. Voilà. Et j'aimerais savoir si vous avez possibilité, vous aussi, quelque part, si on ne peut pas vous enfumer, vous, par des chiffres ou par... En plus, c'est des liasses de billets. Vers Monaco, voilà. Vous allez me dire séparation des pouvoirs, non mais... Oui, exactement. C'est des centaines de millions qui manquent à l'État. Excusez-moi. Je n'en doute pas, mais d'abord, ici, nous n'avons pas vocation à nous substituer à Élise Lucet. Chacun son métier. Je redis que ce que nous avons ouvert, c'est une plateforme de signalement pour les infractions financières en matière de gestion publique. Et donc, pour une affaire telle qu'elle vous l'a signalée, il y a d'autres juges. Vous avez en effet mentionné le parquet national financier. Il débouche ensuite sur un juge civil ou pénal. Ça n'est pas dans les compétences de la Cour des comptes. Nous travaillons dans les nôtres. Donc, ça suffit à notre bonheur, en quelque sorte. Mais tout de même, il y a eu 1000 signalements depuis le 1er janvier 2023, dont à peu près un tiers ont été laissés de côté car c'est des affaires fantaisistes. Nous ne sommes pas là non plus pour nous occuper de délation de voisinage, par exemple. Ce n'est pas ça. Et nous estimons qu'il y a sans doute à peu près 50% d'affaires, c'est déjà pas mal, 500, qui ensuite nécessitent d'être soit traitées par nous-mêmes, si c'est dans nos compétences, soit adressées à un autre juge, si c'est dans les compétences de ce juge. Je pense que c'est très utile, mais encore une fois, le juge financier, je l'ai dit explicitement, se situe entre le juge pénal et le juge administratif. Nous sommes à notre place, toute notre place, rien que notre place. Vous savez, vous avez mentionné votre âge, je suis peut-être plus âgé que vous, j'ai appris que dans la vie, on ne devait pas être dans le gouvernement des juges ou des experts, qu'il est très important que chaque institution soit à sa place, avec un rôle important. Et la nôtre est importante. Elle n'épuise pas les autres. Bonjour, je suis une citoyenne du Val d'Oise. Je vous remercie beaucoup de nous avoir permis, on va dire, cette rencontre citoyenne. Nous sommes en manque de rencontres citoyennes, nous sommes en manque d'échanges avec nos instances publiques, nos politiques. Et aujourd'hui, j'ai une pensée toute particulière pour 7 personnes qui font la grève de la faim, dont une qui fait une grève depuis 15 jours pour rencontrer un de nos ministres pour un projet. Donc voilà, je vais poser ma question. Je souhaiterais savoir si la Cour des comptes est en capacité aujourd'hui d'aider nos finances publiques dans l'arbitrage, dans la rationalisation, dans la priorisation. Vous avez à juste titre appelé notre dette, le loyer de la dette qui commence à devenir très important. Il va y avoir des contraintes concernant l'écologie, la transition écologique, notre jeunesse,
et des arbitrages sur les dépenses. Aujourd'hui, nous avons des projets comme sur le triangle de Gonesse, où il va y avoir sous les avions la construction d'une cité scolaire pour 3200 élèves, alors que les habitations sont interdites. On n'a pas le droit de construire, il y a trop de bruit, et on va y mettre des élèves avec un internat. Des projets comme ça, il y en a. Il y a également la gare sur ce même endroit qui n'a plus lieu d'être puisque le projet Europa City n'existera plus et le terminal 4 ne sera pas étendu. Est-ce que l'on va avoir la possibilité d'avoir, je dirais, de la part de la Cour des comptes, de la Cour, des chambres régionales, de l'aide pour pouvoir analyser ces dossiers et ainsi éviter de la dépense qui n'est pas nécessaire compte tenu du manque d'argent que l'on a et les efforts qu'on doit faire. Encore une fois, je ne voudrais pas. Nous avons ici un métier passionnant, une institution qui compte dans la République. Mais elle est à sa place. Et donc, nous ne sommes pas compétents sur toutes les affaires, toutes les dépenses. Je voudrais quand même vous situer un peu la taille humaine que nous représentons. Il y a ici à la Cour des comptes 800 personnes et il y a 1000 autres personnes dans la totalité des chambres régionales des comptes. Il y en a 17. Une chambre moyenne, c'est 50 à 60 personnes, c'est une douzaine à une quinzaine de magistrats. Mais je ne veux pas esquiver votre réponse, votre question pour autant. Premièrement, pour les affaires locales, ce sont les chambres régionales des comptes qui sont compétentes. Et la plateforme de signalement les concerne aussi. Et en l'occurrence, c'est la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France qu'il faudrait saisir. Deuxième chose, oui, notre but, c'est bien d'aider à prioriser, comme vous avez dit, les dépenses publiques. Parce que, je reprends ce que je disais une seconde dans le développement un peu. Il y a aujourd'hui 58% de notre produit intérieur brut qui est consacré à la dépense publique. 58%. C'est 8% de plus que la moyenne de l'Union européenne. Et nous sommes parmi les pays où ce taux de dépenses publiques dans le PIB est le plus important dans le monde. Idéologiquement, je n'ai rien contre. On peut très bien accepter d'avoir un très haut niveau de dépenses publiques, un État fort, protecteur, des collectivités locales qui jouent leur rôle, une sécurité sociale puissante, à une condition, c'est que ça marche. Or, alors que cette dépense publique a augmenté de 28% depuis 2000, en euros courants, ça veut dire qu'un citoyen français de 2023 a 28% de dépenses dans le service public de plus qu'un citoyen de 2000. Pour ceux qui s'imaginent que nous avons vécu ces années dans une austérité trépidante, c'est quand même un chiffre qui veut dire quelque chose. Ce n'est pas le cas. À côté de ça, ce que nous constatons, c'est qu'il y a une insatisfaction croissante dans le service public. Je vais prendre 3 exemples. L'éducation nationale. Nous y dépensons 75 milliards d'euros, plus 25 milliards d'euros dans le privé. 100 milliards d'euros. C'est très impressionnant. Ça représente sans doute pas loin d'1 million de personnes qui directement ou indirectement travaillent pour l'éducation nationale. Le gros employeur de France, de loin. Est-ce que notre éducation nationale fonctionne parfaitement? Nous pouvons être très fiers d'avoir un système d'éducation laïque, obligatoire, répandu, bien sûr. Mais dans ce qu'on appelle les classements PISA, les classements internationaux, la France recule. C'est-à-dire que la performance du système éducatif n'est pas en progression. S'agissant de l'hôpital, nous l'avons éprouvé pendant la crise sanitaire, à la fois une très grande faculté de résilience et en même temps un épuisement. Souvenez-vous du moment où nous étions à nos fenêtres en train d'applaudir les soignants, ces tensions dans l'hôpital et l'inégalité aussi sur les territoires. Il y a des investissements à faire dans l'hôpital. Troisième exemple, le logement. Voilà une politique publique qui coûte 30 milliards d'euros par an, 2,5 fois plus que la moyenne de la zone euro. Et pourtant, vous savez qu'il y a une crise de la construction majeure. Et si vous cherchez un logement social, vous aurez beaucoup de mal à le trouver, parce que le taux de rotation dans le logement social est très faible. Très faible. Pour des raisons diverses, aussi parce que beaucoup de familles sont entrées dans le logement social dans les années 70, 80, 90. Les enfants ont grandi, ils sont partis, les familles sont restées. Donc, on ne trouve plus de logement social. Une politique publique qui ne remplit pas ses objectifs, qui coûte pourtant très cher, ça pose des problèmes. Donc, en effet, je suis un peu loin de votre exemple, mais je veux l'élargir. Il faut prioriser la dépense publique. Et si j'ai cité ces éléments, l'éducation nationale, la santé, le logement, c'est parce que ce sont des choses fondamentales pour les Françaises et les Français.
Et j'ajouterais par-dessus tout la transition écologique. La dépense qu'on ne peut pas éviter. Ce n'est pas une contrainte, c'est une nécessité éthique, politique, absolue. Nous ne pouvons pas ne pas faire les dépenses publiques nécessaires pour la transition écologique. Nous sommes le 17 septembre, les fenêtres sont ouvertes, nous crevons de chaud, il va faire 27 degrés. Cet été a été un été de basculement climatique. Je ne sais pas s'il y a dans la salle des climato-sceptiques, mais ils finiront par être convaincus eux-mêmes. Le réchauffement climatique, c'est plus qu'une vérité, c'est une évidence. Le mois de septembre est aussi parti pour être le plus chaud dans l'histoire. Nous avons vécu des records de chaleur il y a 2 semaines en France, une canicule d'1 semaine en septembre. On n'a jamais eu ça. Et donc, il faut absolument faire ces investissements. Si nous ne sommes pas capables de dégager les ressources pour le faire, alors nous sommes irresponsables par rapport à l'avenir de la planète. Voilà pourquoi il faut que la dépense publique, je ne dis pas qu'elle soit beaucoup moins forte, il faut qu'elle soit surtout beaucoup plus intelligente, beaucoup plus efficace, beaucoup plus performante, et j'ajoute plus juste. Et quand on va regarder un peu, en soulevant le capot des politiques publiques, c'est notre métier, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses à faire. On se demande parfois, je ne jette la pierre à personne, j'ai quand même été moi-même, comme tous mes prédécesseurs, d'ailleurs pendant très longtemps un homme politique, pourquoi ça n'est pas fait? En tout cas, il est vraiment temps. Il y a des urgences et il faut y répondre. Oui, bonjour Monsieur Pierre Moscovici, bonjour Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes. Rapprochez-vous du micro. Oui, bonjour Monsieur Pierre Moscovici, bonjour Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes. Je vous remercie pour cette conférence tout à fait intéressante et je remercie les conférenciers pour leur présence. Je voulais vous poser une question par rapport à une décision rendue par le Conseil d'État 1995, commune de Morsan-sur-Orge, qui prévoit le principe de dignité humaine. Aujourd'hui, on voit sur les écrans des participants à des matchs de foot, etc., qui courent pendant 90 minutes et qui n'ont pas toujours envie de participer à ces matchs, etc. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, ces stades qui reçoivent des subventions publiques, etc., ne devraient pas faire signer des chartes aux joueurs pour qu'ils puissent avoir la liberté de pratiquer ce qu'ils souhaitent? Je vous remercie, monsieur. Alors là, vous me posez une colle là-dessus. Je suis très, très incapable et incompétent en matière de foot, je l'avoue. J'aime bien regarder des matchs, pour le reste, c'est quand même pas mon fond de métier total. Et puis, le Conseil d'État, c'est à côté. Ici, c'est la Cour des comptes. Le Conseil d'État est une maison que nous respectons beaucoup, qui est une maison un peu cousine de la nôtre, qui est d'ailleurs aussi notre juge de cassation pour nos décisions en matière financière. Mais ces décisions s'imposent, ces arrêts s'imposent. Monsieur. Oui, bonjour Monsieur Moscovici. Je voudrais savoir, la croissance était de 6% il y a quelques années, elle est de 1% maintenant, les prévisions de croissance sont de 1,4%. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'améliorer? Je ne prétends pas détenir la vérité et je me méfie terriblement du Yaka Faucon, donc je ne vais pas vous donner un programme politique, ce n'est plus mon métier. Mais d'abord, quand même, la croissance à 6%, c'était dans les années 50 et 60. Hein. C'est ce qu'on appelait les 30 glorieuses. Ça s'est interrompu en réalité avec la crise pétrolière de 73. 73, ça fait 50 ans que nous vivons quand même dans un régime beaucoup plus heurté, avec des crises, avec une croissance en moyenne plus lente. Et le 21e siècle a été particulièrement un siècle de crise. Crise financière, crise grecque, crise des migrants, crise Covid, crise ukrainienne, crise inflationniste. Et c'est vrai que nous sommes entrés, en tout cas dans nos pays, parce que la croissance mondiale est toujours à 3% à peu près. La croissance de la Chine est sans doute à 5%. La croissance de l'Afrique est évidemment beaucoup plus rapide, malgré ça ne suffit pas. Une croissance démographique extrême. Et donc, on parle des pays occidentaux. La croissance est effectivement aujourd'hui assez plate. Et pendant une dizaine d'années, probablement, notre croissance potentielle ne devrait pas dépasser 1,5%. Ce qu'il faut faire, je viens de le dire d'une certaine façon, c'est investir. Il faut avoir une recherche qui fonctionne, un système éducatif performant, une stratégie d'innovation qui soit bien orientée, une transition écologique ambitieuse. Et donc, il faut vraiment mettre en place ce mur d'investissement dont nous avons besoin. Mais j'en reviens
à ce que je disais à l'instant. On ne peut pas faire monter le mur d'investissement si on ne fait pas descendre la montagne de dette. C'est plutôt un système de vase communicant qu'il faut. Si les deux montent ensemble, alors à ce moment-là, se produira, à un moment donné que je suis incapable de prévoir, bien sûr, une crise, un krach, une crise de la dette. On en a déjà vécu. Ça a été le cas au début des années 2010. Évitons de reproduire cette situation. Voilà pourquoi, dans les années qui viennent, une gestion sérieuse, rigoureuse, je n'ai pas dit austéritaire, encore une fois, ce n'est pas ma tasse de thé, des finances publiques s'impose. Ça n'est pas un choix, ce n'est pas une orientation, c'est une nécessité impérieuse, c'est un impératif catégorique. Peut-être qu'il y avait une dame au fond de la salle. On va mixer un peu, parce que, vous savez, ici, à la Cour des comptes, je ne sais pas si on l'a dit, on est très, très attaché à la mixité. Très attaché. Et une des choses dont je suis fier, c'est d'avoir fait labelliser égalité homme-femme cette institution il y a quelques mois. Une chose dont je suis également fier, c'est que dans nos recrutements, nous ayons aujourd'hui, en ce moment, plus d'une femme sur deux. Vous voyez, je parlais l'autre jour, je présentais le rapport sur l'égalité homme-femme, qui était beaucoup commenté par la presse, de manière assez peu flatteuse, non pas pour le rapport, mais pour la politique, mais un peu trop sévère, je trouvais, par rapport à ce que disait le rapport lui-même, mais qui était quand même assez aigu. Ben, nous sommes... on ne peut pas faire de tels rapports sans essayer d'être exemplaires, et je crois que nous le sommes. Et essayons de l'être aussi dans la salle. Madame. Oui, bonjour Monsieur le Président. Alors, je voulais faire état du dernier rapport que vous avez publié sur les finances publiques locales, qui faisait état d'une santé financière plutôt favorable par rapport aux autres versants de l'administration publique, et d'autre part, d'un rapport également sur les bénéfices de la contractualisation au niveau des collectivités territoriales. Étant donné que la contractualisation, donc les contrats de Cahors ont pris fin avec la dernière loi de programmation des finances publiques de 2018-2022, quels axes d'amélioration proposez-vous par rapport aux nouvelles générations de contractualisation à venir? Merci. Les collectivités territoriales sont l'objet à la fois des travaux des chambres régionales des comptes, des travaux d'une chambre, la 4e chambre de la Cour des comptes, une formation qu'on appelle la formation finances publiques locales, ça a été aussi l'objet de notre rapport public annuel pour 2022, je le disais il y a quelques instants, 2023 plutôt, réalisé sur 2022. Dans ce rapport, nous avons effectivement fait un diagnostic. Et ce diagnostic, je crois qu'il est imparable. Après, les conclusions en tirées, encore une fois, je ne suis pas moi, et nous ne sommes pas le gouvernement des juges, le gouvernement des experts. C'est aux politiques de le faire. Mais, disons-le tout de même, si on compare la situation financière des collectivités locales à celle de la sécurité sociale ou à celle de l'État, elle est, pour des raisons diverses, incomparablement meilleure. Incomparablement. Et ensuite, il faudra débattre collectivement, et si possible de façon consensuelle, sur le point de savoir comment l'État et les collectivités locales peuvent reprendre une démarche de contractualisation qui, je pense, est nécessaire, et ensuite, quelle part les collectivités locales doivent prendre dans l'effort collectif de réduction des déficits et de la dette. Il se trouve que le ministre des Finances installera mardi un haut conseil des finances publiques locales, qui d'ailleurs, à mon avis, n'est pas tout à fait un haut conseil, mais disons un conseil, une réunion des présidents d'assemblée des collectivités locales, régions, départements, communes, avec les ministres concernés et avec le premier président de la Cour des comptes. Et j'y participerai à ce débat avec, surtout, pour ce qui nous concerne, un apport de données objectives. Le débat concerne pour beaucoup les politiques. Monsieur le Président, je voudrais vous faire part d'une perception d'un citoyen que je suis, à travers le fait que les médias rapportent de temps à autre les résultats du travail de la Cour des comptes, sur des sujets qui sont souvent d'intérêt collectif. Mais la perception que j'ai en tant que citoyen, c'est que dans un régime présidentiel qui est quand même assez fort, quand vos rapports arrivent auprès de l'exécutif, j'ai la perception qu'un certain nombre d'entre eux partent dans un tiroir sans aucun effet concret de la part des gens décisionnaires. Qu'en pensez-vous ? Je peux prendre cette question sous plusieurs angles. Je pourrais la prendre sous l'angle fataliste, dire qu'il n'est point besoin d'espérer pour entreprendre.
Je pourrais la prendre sous l'angle pessimiste et constater que c'est vrai, toutes les conclusions, toutes les recommandations de nos rapports ne sont pas suivies. Mais je vais la prendre sous l'angle réaliste. Nous réalisons chaque année un rapport dit de suivi de nos recommandations. Et contrairement à l'idée ou à la perception que vous pouvez avoir, il y a en gros 75% de nos recommandations qui sont suivies par l'exécutif. 75%. Ça veut certes dire qu'il y en a 25% qui sont laissés de côté, mais tout de même, 25% sont mis en œuvre. Et 75% sont mis en œuvre. Et sur ces 75%, beaucoup résultent. En réalité, vous parlez du moment où ça arrive sur le bureau du décideur, mais il y a toute une interaction. Vous avez, en vous promenant, parlé avec les magistrats, de nos méthodes, de nos échanges avec l'administration. C'est une itération longue qui est marquée aussi par la contradiction. Et l'administration nous écoute énormément. Elle tient compte énormément de nos travaux. Et c'est aussi la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai souhaité que nous soyons plus transparents, disons-le, c'est pour avoir une force de percussion plus grande à travers les médias et l'opinion publique. Pour que, dans ce débat direct entre l'opinion et le politique, l'opinion fasse entendre sa voix de manière informée. Après, je terminerai par une dernière dimension qui n'est pas une dimension fataliste, mais une dimension démocratique. Il se trouve que depuis une quarantaine d'années, ça ne vous aurait peut-être pas échappé, le premier président de la Cour des comptes est toujours un responsable politique. Presque toujours. Sur 40 années, il y a eu un premier président qui était un membre éminent de la maison, qui n'avait pas fait de politique. Tous les autres étaient d'anciens ministres. Comme je le suis, comme l'était Philippe Séguin avant moi, comme l'était Pierre Joxe avant lui, ou bien des grands parlementaires, comme était mon prédécesseur Didier Migaud, 10 ans président de la commission des finances, 10 ans premier président et auparavant président de la commission des finances. C'est pas totalement un hasard si on choisit d'anciens politiques. C'est pas parce que on veut politiser la maison. Quand un politique devient premier président, il laisse à l'entrée ses préférences partisanes, sa partialité, il devient indépendant complètement. Ça ne veut pas dire qu'il n'a plus d'idées. Je suis arrivé ici à un certain âge, il était un peu tard pour me faire un lavage de cerveau, donc mon cerveau est à peu près comme il était avant, mais impartial. Pourquoi un politique? Si ce n'est pas pour politiser, c'est pour donner de la force à la voix de la Cour, pour que cette voix soit bien identifiée dans le débat public. Vous parliez tout à l'heure du Conseil d'État, c'est un système très différent. Le vice-président du Conseil d'État est toujours un membre du Conseil d'État, jamais un politique. C'est parce que c'est une institution qui a un rôle essentiel, fondamental dans la République, vital, mais qui travaille beaucoup plus dans un cercle de juristes, avec une dimension technique que nous avons aussi. Mais nous avons besoin de percuter l'opinion publique. Pourquoi est-ce que je vous fais cette parenthèse? Pour vous dire que, connaissant bien la politique, j'ai quand même été 20 ans parlementaire, 7 ans ministre, 5 ans commissaire européen, 20 ans élu local, eh bien, je connais trop la politique et le politique pour ne pas le respecter. Je trouve qu'on parle beaucoup du politique de manière méprisante ou violente dans notre pays, alors que les hommes politiques, pour l'immense majorité, sont honnêtes et qu'ils sont surtout indispensables. Nous avons la chance d'avoir une démocratie représentative en France. Et donc, je me suis fait une idée très précise. La Cour des comptes est une institution républicaine majeure. Elle est inscrite dans la Constitution. Ça lui donne une très grande force. Elle est connue de 90% de nos concitoyens. 70% d'entre eux en ont une bonne opinion. Pas beaucoup d'institutions publiques aujourd'hui qui sont dans cette situation. Oui, mais elle n'est pas un pouvoir. Il y a un pouvoir exécutif, il y a un pouvoir législatif, il y a à la limite un pouvoir judiciaire, il y a un pouvoir peut-être médiatique. La Cour des comptes n'est pas un pouvoir. Elle n'est pas non plus un contre-pouvoir. Elle n'est pas là pour empêcher le pouvoir d'agir. Elle est là pour l'aider à agir mieux, à travers l'éclairage que donnent ces rapports, l'amélioration, encore une fois, de la qualité de la gestion et des décisions publiques qu'elle permet. Et donc, nos propositions, elles sont ce qu'elles sont. Elles ne prétendent pas à la vérité absolue. Elles sont toujours objectives, toujours étayées, toujours chiffrées. C'est notre force. Mais elles sont réfutables. Les administrations ne sont pas toujours d'accord avec nous. Le politique n'est pas d'accord avec nous. Des citoyens ne sont pas d'accord avec nous. Et c'est très bien. Il ne serait pas bon. Je me souviens de précédentes journées,
j'étais en bas, là, devant mon bureau, il y avait des gens qui me disaient, mais quand même, on devrait appliquer toutes vos recommandations. Mais heureusement pas. Car si c'était nous qui décidions pour tous les autres, à quoi servirait-il de voter? À quoi servirait-il de choisir? Le débat est donc indispensable. Voilà pourquoi 75% de recommandations, ça me va. Après, on essaie toujours de convaincre pour qu'il y en ait plus, qu'il soit suivi. Mais laissons le politique décider, laissons l'exécutif exécuter, le président présider, le gouvernement gouverner, l'Assemblée légiférer. C'est fondamental. C'est une conviction très profonde. Voilà pourquoi je me suis permis une réponse un peu plus longue sur cette question qui est tout à fait centrale pour faire comprendre ce que nous faisons, ce que nous pouvons faire, ce que nous ne faisons pas, ce que nous ne pouvons pas faire et ce que nous ne devons pas faire. Je ne me prends jamais pour un autre. Ministre, je l'ai été. Aujourd'hui, ce sont d'autres qui sont au gouvernement. Il faut les aider à décider bien, pas les empêcher, et pas prétendre se substituer à eux. Voilà pourquoi je n'ai pas de programme. Bonjour, merci pour votre intervention. Vous avez parlé de dépenses et de dette publique à juste titre. Et comment trouver le juste équilibre entre désendettement et investissement? Et est-ce que vous pensez qu'il faudrait s'inspirer du modèle allemand, enfin de leur politique de la Schuldenbremse, qui contraint fortement l'État et les lenders pour la prise de nouvelles dettes? Voilà, merci. Schuldenbremse, c'est une politique qui s'appelle, si on traduit en français, c'est le frein à la dette, qui est inscrit dans la Constitution allemande, qui, vous le savez, depuis la guerre, dans le soutien de l'hyperinflation de la République de Weimar, qui elle-même avait engendré sans doute la crise de 29, avec la crise de l'hyperinflation en Allemagne, des souvenirs atroces qui ont aussi fait progresser le nazisme. En Allemagne, il y a une très grande culture de la stabilité financière. Disons qu'elle n'est pas partagée en France, puisque ça fait plus de 50 ans que nous n'avons pas fait voter un budget en équilibre. Et pour ma part, je me garderai de recommander d'en faire voter un trop tôt. Notre tradition est un peu différente, c'est de garder un équilibre entre des finances publiques soutenables, c'est-à-dire une dette qu'on peut rembourser, en gros, et une croissance soutenue. Il faut toujours garder cet équilibre. Le problème, c'est qu'à un moment donné, l'équilibre est rompu. Est-ce qu'il l'est aujourd'hui? Pas loin. Notre dette est soutenable. La dette française est une dette pas chère, parce que justement nous sommes accrochés à l'Allemagne, parce que nous appartenons à la zone euro, parce que nous sommes une grande économie de marché, parce que les impôts rentrent très très bien en France. Nous aurons toujours chaque année, comme vous voyez dans les journaux, des recettes extraordinaires. Donc nous n'avons pas de problème de financement de la dette. Un ancien Premier ministre, François Fillon, avait parlé d'un État en faillite. Non, la France n'est pas un État en faillite. Elle n'était pas à son époque, elle ne l'est toujours pas, alors que la situation s'est beaucoup détériorée. En revanche, ce qui est exact, c'est que la pente de la dette, c'est une pente très préoccupante que nous ne pouvons pas suivre pendant longtemps. Et là, il faut tenir compte, je dirais, non pas d'une règle allemande. Les Allemands, par exemple, présentent un budget cette année, brutalement, où ils divisent leur déficit par 3. Si on faisait ça en France, ce serait la révolution plus la récession. Je ne sais pas lequel des deux est pire, mais évitons, en tout cas, la récession. La révolution, certaines sont positives, je ne me prononce pas ici. Et donc, il faut garder un équilibre. Il faut trouver un équilibre plutôt. Et c'est pour ça que je plaide, moi, pour un chemin, une trajectoire de réduction de la dette qui soit raisonnable et qui soit tout à fait volontariste. Parce que ce que je souhaite éviter, c'est cette situation dans laquelle on a une divergence trop forte au sein de la zone euro. Nous avons la même monnaie, l'euro. Mais sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, si vous avez un pays, il y a 3 grandes économies dans la zone euro, une qui aura une dette à 60%, une deuxième à 110%, une troisième à 140%, ça finit par poser des problèmes. À un moment donné, c'est la finance qui se venge. Moi, je n'ai pas peur des agences de notation. Le général de Gaulle disait, on ne va pas gouverner à la corbeille, on ne va pas non plus gouverner avec Standard & Poor's. Néanmoins, le jour où on perd confiance dans la signature française, alors ça va très vite. Il y a un effet boule de neige du financement de la dette qui se produit. Certains pays ont payé très très cher pour ça. Je n'ai pas envie que mon pays soit dans cette situation. Voilà pourquoi, non, une politique budgétaire allemande, nous n'en avons pas la tradition, pas la culture, pas les instruments juridiques. Je ne crois pas non plus à la nécessité. Mais une politique au fil de l'eau, qui ne tient aucun compte de la dette, ou trop peu, je la trouve imprudente.
Et je ne cesse de le dire. Et je vais le redire dans quelques jours, puisque le gouvernement a adressé au Haut Conseil des finances publiques, qui est l'instance qui est chargée de donner des avis sur les projets de loi de finances, que je préside en tant que premier président de la Cour des comptes, et a envoyé un projet de loi de programmation de finances publiques et le projet de loi de programmation de finances pour examen. Nous rendrons notre avis de manière solide et argumentée le moment venu dans quelques jours. Bonjour, Monsieur le Président. J'aimerais vous poser une question concernant le désendettement et la charge de la dette. Et je voulais savoir, est-ce qu'il serait possible, selon vous, que l'État, est-ce qu'on pourrait réduire les salaires de la fonction d'État pour réduire la dette? Première question. Et la deuxième, j'ai pas bien entendu. Alors, pour participer au désendettement et à la charge de la dette, surtout, est-ce qu'on pourrait réduire les salaires de la fonction d'État pour participer à ce désendettement? Et deuxième question, est-ce que c'est vrai qu'il y a une loi qui interdit d'identifier les détenteurs de la dette, les détenteurs finaux de la dette de la France? Merci. Pas à ma connaissance. Je ne vois pas d'ailleurs ce que ça apporterait forcément. Sur le premier point, je ne pense pas que cette proposition serait exagérément populaire. Et je pense que dans une période d'inflation, elle ne serait pas seulement impopulaire, elle serait injustifiée. Donc, non, il n'est pas question de baisser les salaires des agents publics, en aucun cas. D'ailleurs, on est plutôt dans une phase d'augmentation. Vous savez que la question en France, c'est une conférence qui va se réunir sur les bas salaires, ce n'est pas le cas de beaucoup d'agents publics, mais ça arrive aussi. Nous sommes dans un moment où la question de l'arbitrage entre les salaires et l'inflation se pose. Les prix ont fortement augmenté. Ce ne serait pas raisonnable de toucher de manière brutale au salaire maintenant. C'est même, à mon avis, totalement contre-productif. Après, quel doit être le montant d'augmentation des salaires dans la fonction publique? C'est à l'État de le décider. Mais il faut les augmenter de manière régulière, proportionnée, raisonnable. Ça marche. Ça marche? Oui. Madame. Il me semble que parmi les domaines... peut-être. Ah, pardon. Comme ça? Non, vous pouvez vous lever. Ah, pardon. Oui, il me semble que parmi les domaines que vous avez évoqués en début de séance, comme faisant l'objet d'une attention particulière de votre part, de la part de la Cour des comptes, vous n'avez pas mentionné l'état de la recherche publique et de son financement. Voilà. C'est exact que nous n'avons pas fait cette fois-ci une note thématique, ou plutôt une note, thématique, mais nous en avons fait une il y a 2 ans, 1 an et demi, qui je crois est très bien faite, qui montrait de manière assez claire que nous restions un pays avec une recherche de bon niveau, mais avec tout de même une dépense trop faible, un investissement insuffisant, et que si nous ne consentions pas là aussi les efforts nécessaires, nous allons probablement décrocher. Et c'est établi, je crois, de manière très précise. Donc, nous ne lamentons pas. Nous avons des chercheurs magnifiques, des institutions formidables, des universités qui reprennent pied dans les classements mondiaux, comme vous le voyez, mais notre effort collectif est trop faible, sans aucun doute. Et nous ne sommes pas, on le voit sur les grandes questions, l'intelligence artificielle, voilà des questions sur lesquelles il faut que l'Europe, en général, et la France en particulier, se positionne de manière plus vigoureuse. Et ça passe par un effort de recherche accompli. Monsieur. Non, monsieur. Monsieur, à vous. Non, c'était à vous. Bonjour. Une petite question qui vient recouper les thématiques que vous soulignez depuis le début de cette conférence, la place de la Cour des comptes, sa place dans la démocratie et son rôle à jouer auprès des citoyens. Cette dynamique participative, je la reconnais, elle est effectivement très utile. Nous sommes ici, je pense, tous sensibles aux affaires financières de l'État, des deniers publics, comme vous disiez. Néanmoins, est-ce que vous n'avez pas un rôle à jouer plus important auprès de la population de façon générale? C'est-à-dire que les constats de la Cour des comptes
les spécialistes les lisent, les gens intéressés les lisent. Assez peu de personnes, malheureusement, que vous pouvez croiser dans la rue, iront lire un rapport de la Cour des comptes, malgré le fait qu'ils soient satisfaits de l'institution, comme vous le signaliez. Est-ce que vous n'avez pas un rôle plus important à jouer, à faire reconnaître plus facilement les constats que vous faites, à sensibiliser les Français à l'argent public pour que, éventuellement, les décideurs politiques que vous connaissez, notamment aux extrêmes, soient remis en question de par leurs propositions qui vous feraient cauchemarder, je pense, au niveau des finances publiques? Merci. Bon, c'est bien sûr un effort que nous faisons. Si j'ai souhaité que 100% de nos rapports soient publiés, c'est pour qu'ils soient accessibles à la population. Nous faisons un effort de communication. Madame Boissière, la directrice de la communication, est là. Philippe Poissier, notre chargé de la communication média, est là ici. L'équipe est à leur côté. Si nous faisons cet effort, c'est pour nous faire mieux connaître. Alors, je dirais qu'il y a un problème d'amont et un problème d'aval. Le problème d'amont, c'est nos rapports eux-mêmes. J'aimerais qu'ils soient un peu plus courts. Je ne cesse de le dire à mes collègues. Moi, je ne les rédige pas. À la limite, je les lis, je les fais adopter sous ma présidence, au comité du rapport public et des programmes. Je peux parfois apporter mon grain de sel, je ne prive pas, puis je les communique ensuite. Ça, c'est mon travail. Je suis le seul à pouvoir m'exprimer au nom de la Cour des comptes. Le seul. Bon, rapport un peu plus court. Rapport citoyen, il va être peut-être un peu plus percutant parfois. Alors, il y a des synthèses qu'il faut faire, des résumés, un travail d'amélioration constant qui sera prolongé bien après que j'ai quitté la Cour pour avoir une lisibilité plus grande. Rapport avec les médias nationaux, audiovisuels, presse écrite. Je pense pour beaucoup à la presse quotidienne régionale qui est fondamentale, à la fois pour les chambres régionales des comptes et pour la Cour des comptes elle-même. J'ai été pendant très longtemps élu local, bien que parisien d'origine, j'ai été élu dans l'Est de la France, Montbéliard. J'ai longtemps pensé que c'était très important d'avoir une interview dans Libération dans le Monde. Je trouve ça toujours très gratifiant. Mais quand j'allais chez mon kiosque rue de Belfort à Montbéliard, je voyais un numéro de Libération, 3 numéros du Monde, 6 numéros du Figaro, c'est plutôt une ville de droite, et 50 numéros de l'Est républicain. Ça m'a vacciné. Je sais que la PQR est fondamentale. Et puis, il y a les réseaux sociaux sur lesquels il faut maintenant travailler. Nous le faisons déjà. Donc oui, nous avons cette préoccupation. C'est un travail de très longue haleine. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas besoin de lire nos rapports. Il faut aussi lire ce que la presse en dit. Tout le monde ne lira pas des rapports de la Cour des comptes. Ils sont quand même techniques, heureusement, parce que s'ils ne l'étaient pas, s'ils étaient de simples opinions ou des impressions, ils ne seraient pas de qualité. Et donc, la médiatisation est tout à fait fondamentale. Nous y travaillons, nous y travaillerons. C'est un effort dans le temps. Je pense que nous sommes beaucoup améliorés, beaucoup. Je pense que le 100% publication est une petite révolution. Révolution interne et externe. Et externe parce que tout le monde a accès à nos rapports. Interne parce que nos magistrats commencent à se dire « Ah, mais un rapport qu'on va publier, n'est pas un rapport adressé à une administration, donc pas entre pairs. Ce n'est pas des énarques qui parlent à d'autres énarques. C'est des conseillers à la Cour des comptes, et les chambres généraux, qui ne sont pas tous énarques d'ailleurs, ils sont beaucoup plus divers que ça, qui parlent à la population. Bon, un rapport publié n'est pas un rapport non publié, pardon, c'est la palissade. Y compris dans sa rédaction, il doit forcément être plus accessible. On doit faire attention à ce qu'on dit. On doit veiller à le communiquer. Tout ça, ce sont des efforts de longue haleine. La Cour des comptes est tout de même très autoporteuse. Moi, je suis très frappé. J'ai une revue de presse que je reçois tous les jours. C'est minimum 100 pages, tous les jours. Quand arrive le rapport public annuel, c'est 1000 et quelques pages. Certains rapports ont une force de percussion énorme, voulu ou pas voulu. Certaines fois, on s'aperçoit, quand on a fait un rapport sur l'élevage bovin, je ne pensais pas qu'il serait respecté celui-là, je ne savais même pas qu'il avait été fait. C'est des centaines de milliers de vues sur Twitter, sur X, comme on dit maintenant. Donc voilà, une institution très forte, communication toujours à perfectionner, transparence accrue, effort aussi de lisibilité. On vous écoute, on va continuer. Après, je le redis encore une fois, nous sommes une société libre, on n'oblige personne. Et vous parliez enfin des extrêmes.
vie politique est compliquée, mais dans mon rôle de Premier président, il y a une chose que je fais, mais très volontariste, on ne le sait pas assez, je vais très souvent au Parlement, car le Parlement nous commande, ou est récipiendaire, d'à peu près une quarantaine de rapports par an. C'est beaucoup. Mais je fais aussi des efforts maintenant de contact avec les groupes parlementaires. Et à ce titre-là, j'ai reçu, ici, rue Cambon, tous les présidents de groupes parlementaires. Je dis bien tous, sans exception. Vous consulterez la liste. Parce que j'estime que la sensibilisation aux finances publiques, elle est pour tous. Tout le monde doit être conscient. Je ne sais pas quels seront les prochains choix des Français en 2027, mais notre rôle à nous, c'est d'être une vigie impartiale. Et qui dit vigie impartiale, dit parler à tous. Je parle à tout le monde, dans mes fonctions. Le citoyen que je suis a les amitiés qui sont les siennes. Le Premier président de la Cour des comptes parle à tout le monde. Monsieur le Président, merci de cette initiative d'ouvrir la Cour des comptes au grand public. Une seconde, on a déjà fait ça l'an dernier. Je retraité de l'Opéra de Paris, je suis attaché dans les Pyrénées et malheureusement, j'étais voisin du général Jean-Louis Georgelin dans une petite commune de Pyrénées qui s'appelle. Nous avons perdu là un très grand serviteur de l'État. Moi, je voudrais, à 80 ans, me préparant pour les prochaines élections municipales dans mon village, je voudrais savoir, au niveau des cours des comptes régionales, de nos environnements, il y en a combien, et est-ce qu'on peut les interroger pour connaître avec la plus grande objectivité possible les finances de nos communes. Parce que ça, c'est un domaine très réservé, et si on n'est pas spécialiste, on nous promène. Merci. Vous êtes candidat aux prochaines municipales? Vous êtes candidat aux prochaines municipales? Vous voulez être candidat aux prochaines municipales? Oui, à 80 ans. Très bien. Tout à fait. Non, mais je vous ai précisé avec beaucoup d'admiration. Moi qui ne suis plus candidat à des élections depuis quelque temps, je mesure le courage qu'il faut pour le faire. Hein? Davantage de concertation et davantage de dialogue. Très bien. Alors, d'abord, une première chose, le général Georgelin, je l'ai connu, comme peut-être moins bien que vous, puisqu'il était de votre village, mais c'était vraiment un homme formidable. Tout le monde ne sait pas qui il était, peut-être. C'est le général qui avait été chargé par le président de la République de piloter la reconstruction de Notre-Dame. Or, il se trouve que la Cour des comptes, de par la loi, a l'obligation de faire un rapport sur le suivi de la reconstruction de Notre-Dame. On a déjà fait deux, dont le premier a fait quelques bruits. Nous apprêterons sans doute à faire le troisième avant que ce soit terminé. Et par ailleurs, existait une commission de suivi de la reconstruction de Notre-Dame qui est présidée par le premier président de la Cour des comptes, alternativement avec les présidents des commissions des finances et des affaires culturelles des deux assemblées. Ce qui fait que j'ai eu l'occasion de rencontrer peut-être une petite dizaine de fois le général Georgelin. Je veux porter témoignage ici qu'en effet, nous avons perdu une personnalité absolument remarquable. Un homme qui parlait fort, il avait une belle voix comme vous, qui donnait toujours l'impression d'être sabre au clair, qui en fait était d'une subtilité et d'une finesse unique. Très triste. Deuxième chose, sur les finances locales. Alors, j'ai dit que pour la Cour des comptes, nous allions maintenant, nous faisons maintenant, depuis le 1er janvier 2023, le 100% de publication, nous publions tous nos rapports. C'est déjà le cas depuis longtemps pour les 17 chambres régionales des comptes, une par région métropolitaine, plus 4 en Outre-mer. Et dans votre région, c'est naturellement la Chambre régionale des comptes d'Occitanie, qui est une chambre régionale importante qui officie. Et vous pouvez trouver sur le site de la Chambre régionale des comptes tous les rapports qu'elle publie, tous sans exception. Après, vous ne trouverez peut-être pas un rapport sur la commune d'Aspet. Je ne connais pas exactement la taille de la commune. Combien d'habitants à Aspet? Combien d'habitants chez vous? 10 habitants. Bon, tout de même. Oui, mais
On est responsable à Paris, on fait le découpage, on s'en plus de concertation. Alors, je ne vais pas me prononcer sur le canton d'Aspect ou l'ex-canton d'Aspect, mais je dirais tout de même que, de toute façon, les chambres régionales des comptes ont, comme la Cour des comptes, une évolution de leur métier, c'est-à-dire qu'elles font plus maintenant de politique publique, il y a plus de niveaux de collectivité, on contrôle à la fois des politiques et ce qu'on appelle les contrôles organiques de communes, d'agglomérations, de métropoles, de départements, de régions. On fait des évaluations de politique publique et nous n'allons pas contrôler tous les ans les comptes des communes. Nous n'avons pas la taille, puis ce n'est pas nécessaire. Parce qu'il faut quand même mesurer une chose. J'en ai pas parlé jusque-là, mais je le fais pour terminer, parce que je pense que nous atteignons l'heure de fin de ces journées européennes du patrimoine. Il faut penser au contrôlé. Quand un contrôlé voit arriver la Cour des comptes, d'abord, il n'est pas forcément extrêmement joyeux, parce qu'il faut ouvrir les livres, on a un peu redouté quand même, heureusement. Et puis surtout, ça lui prend beaucoup de temps. C'est-à-dire que le secrétaire de la mairie, il voit arriver la Cour, la Chambre, ça veut dire que pour quelques mois, 4 mois ou 5 mois, il va travailler à, ça dépend de la taille de la collectivité, certains peut-être parfois pour nous, il va recevoir des questionnaires, et le temps qu'il nous consacre, il ne le consacre pas au travail de la mairie de tous les jours. Donc les contrôles dits organiques ont une régularité variable, selon les grandes collectivités, ça intervient, je ne sais pas, peut-être tous 7 à 10 ans, et pour les petites, c'est encore beaucoup plus faible. Donc voilà, je vous invite en tout cas à aller sur le site de la Chambre régionale des comptes. Je vous remercie toutes et tous d'avoir participé dans cette ambiance chaleureuse et un petit peu chaude à ce dialogue citoyen qui était le deuxième du genre et que naturellement, compte tenu du succès qu'il peut avoir, nous reproduirons l'an prochain. Merci d'avoir été chez nous. Alors, on ne vous presse pas, vous pouvez continuer le parcours. Merci.